plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Le 9 février dernier, le président nigérian Mohamed Bazoum a effectué une visite de 48 heures en Mauritanie. C'était pour participer à la conférence africaine pour la paix, une visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par une incertitude au sein du G5 Sahel suite au coup d'État enregistré au Mali et au Burkina Faso. Quel impact de ces coups d'État sur le G5 Sahel? Quel avenir de la force africaine conjointe dans le Sahel? Le développement en première partie d'émission. Et depuis le 5 février dernier, le président Macky Sall assure la présidence tournante de l'Union africaine, un mandat 2022-2023 qu'il compte inscrire dans la continuité des réformes entamées sous l'ère du président rwandais Paul Kagame. Quelle réforme de l'Union africaine pour une institution plus efficiente? Quelle réforme également de son Conseil de sécurité pour une meilleure coordination avec les communautés régionales? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Dr Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, vous êtes directrice exécutive de l'ONG Partners West Africa Sénégal. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci M. Sow et merci à tous les auditeurs. Merci. Merci également à Dr Momodou Bodian. Vous êtes chercheur à l'Institut fondamental de l'Afrique noire, l'IFAN. Merci à vous également d'être avec nous. Merci, plaisir d'être là avec vous. Et je démarre avec vous, Dr Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye. En moins de 2 ans, l'Afrique de l'Ouest a connu 4 coups d'État militaires, 2 au Mali en août 2020 et en mai 2021. Un en Guinée-Conakry en septembre 2021 et le coup d'État au Burkina Faso dernièrement en janvier 2022. Déjà, quel impact de ces putschs militaires dans le fonctionnement du G5 Sahel? Aujourd'hui, un G5 Sahel sans le Burkina, sans le Mali. Merci M. Sow. On dit un G5 Sahel peut-être sans le Mali, mais pas sans le Burkina parce que la CEDEAO n'a pas sanctionné le Burkina. Au même titre que l'a sanctionné le Mali. Et, comme vous l'avez dit tantôt, il y a 2 coups d'État, certes au Mali, au Burkina, mais également, on peut dire qu'il y a une prise de pouvoir autoritaire, un semblant coup d'État au Tchad, qui n'a pas été quand même sanctionné. Et nous reparlerons du cas particulier d'ailleurs du Tchad. En compte par les autorités aussi bien de l'Union africaine que de ces organisations donc, sous-régionales. Donc le G5 Sahel, je dirais, affaibli quand même. Déjà, c'était une organisation qui n'avait pas réellement pu mobiliser les ressources aussi bien humaines que financières dont elle avait besoin pour réussir sa mission, qui était entre autres la lutte contre le terrorisme quelque part. Et nous constatons de plus en plus aussi que ce terrorisme également est en train de battre de l'aile. De plus en plus, c'était des tensions inter- et intracommunautaires qui étaient notées. Et depuis que le Mali est sous sanction, je pense qu'on parle de plus en plus de crise, de conflits intra- ou bien interterroristes. Donc la question à se poser, est-ce qu'il ne faut pas revoir la mission du G5 Sahel entre eux, mais c'est surtout la force, je pense, lorsqu'on parle du G5 Sahel, on parle plutôt de la force du G5 Sahel qu'il fallait mettre en place. Aujourd'hui, qu'est-ce qui semble marcher jusqu'à présent au G5 Sahel? C'est parce que je suis femme, mais on a la plateforme des femmes du G5 Sahel, qui jusqu'à présent donc, est une plateforme tournante. Le Mali vient de céder sa place également à la Mauritanie, qui préside actuellement cette force, et je pense que cette plateforme des femmes du G5 Sahel est en train de jouer son rôle encore une fois. Je pense que les autorités des institutions sous-régionales et régionales ont encore le devoir de mettre en avant le rôle que les femmes pourraient jouer, pas seulement dans la résolution des conflits, mais dans la prévention également de ces conflits. Parce qu'il faut non seulement voir l'exemple de cette plateforme des femmes du G5 Sahel, mais derrière, au niveau de la CEDEAO également, on a ces femmes également qui sont mises en place, qui n'ont pas été utilisées. Et je pense que quelque part,
c'est là au niveau, on peut tirer les exemples de la région du fleuve Mano, où lorsqu'on a mis en place donc, le réseau des femmes du fleuve Mano, qu'on a pu venir à bout en fait, de ce conflit. Et je pense que c'est des leçons à tirer, donc des expériences qui ont donné des résultats qu'il faut voir, donc revoir également les missions également des forces. J'y reviendrai parce qu'on parle de forces de maintien de la paix. On va revenir tout à l'heure d'ailleurs sur les missions de ces forces. Docteur Bodian, comme l'a dit docteur Adjaratou Aïdara Ndiaye, impliquer davantage les femmes dans la résolution et dans même la prévention des conflits, puisqu'il y a eu des exemples qui ont réussi. Elle a également fait état des difficultés même que rencontre le G5 Sahel. Mais aujourd'hui, par rapport même à ces difficultés, surtout d'ordre financier qui existaient déjà, viennent s'y ajouter les coups d'État. Est-ce que cela ne fragilise pas davantage l'organisation? Oui, en fait, je crois que l'organisation a déjà connu beaucoup de difficultés, bien avant même que ces coups d'État n'interviennent. D'abord, comme vous l'avez indiqué, c'est une organisation qui est fortement dépendante des financements en provenance justement de l'étranger, notamment la France. Et en plus de cela, il y a eu aussi un certain nombre d'impondérables qui sont plus ou moins liés à la situation sécuritaire très mouvante et insaisissante dans les différents pays. Et pendant longtemps, il y a eu des efforts de coordination, des efforts pour mettre à terme la menace terroriste, mais aussi toutes les formes d'instabilité qui aujourd'hui sont manifestes dans certaines zones, notamment la zone des 3 frontières, comme vous le connaissez. Mais malheureusement, puisque dans ces États, on n'a pas des institutions suffisamment fortes pour endiguer ces menaces-là qui sont au-delà du terrorisme, impliquent aussi la circulation des armes, le trafic, des trafics de toutes sortes. Et je crois que c'est lié à la question institutionnelle, si nous ramenons bien évidemment la question de la sécurité à l'échelle des pays. Et on voit en vérité que tous les pays qui font aujourd'hui, qui composent le G5 Sahel, sont des pays qui sont traversés par des difficultés. Mais la plus grande difficulté, c'est trouver une forme de cohérence institutionnelle entre l'institution militaire et l'institution civile. Si vous regardez par exemple au niveau interne, des pays comme le Niger et le Burkina et même le Mali se sont battus pendant longtemps pour... Et comment y arriver à cette forme de cohérence entre le militaire et l'institutionnel? Non, ça va être difficile et c'est en partie lié à la trajectoire des pays. Si vous regardez par exemple ces coups d'État récurrents dont nous parlons aujourd'hui, mais ils ne sont pas nouveaux dans le paysage sahélien ou ouest-africain. Si vous vous rappelez déjà dans les années 60, la fin des années 68, on a connu ici des séries de coups d'État. Au Mali en 68, avec le coup d'État orchestré par les Moussa qui ont évacué Modibo. Et nous avons connu aussi l'expérience en 76 du Niger quand les Kounché sont arrivés au pouvoir. Mais ce que ces coups d'État ont en commun, c'est qu'ils ont permis aux militaires de s'installer et de développer une culture prétorienne en minant l'administration avec des officiers qui ont finalement installé une sorte de culture militaire. Même si dans les années 90, à la faveur de la poussée démocratique qui a en tout cas incité certaines populations, notamment les organisations de la société civile, à s'insurger contre les régimes en place, les dictatures, mais l'armée a toujours été en arrière-plan du géopolitique et parfois s'est invitée dans le géopolitique quand il y a eu des blocages. Niger, on a connu quand Barema Nassara est revenu au pouvoir dans les années 90, et Mali, on n'est pas sorti du cercle vicieux. Mais aujourd'hui, on voit que dans toute la sous-région, ces coups d'État sont en train de faire tache d'huile et favorisés en partie par la situation sécuritaire, parce que les gens disent que disons un peu les autorités civiles ont échoué et qu'il faudrait que l'armée reprenne le contrôle et essaie justement d'impulser la dynamique à suivre pour sortir ces pays-là de ce cercle vicieux. Et on reste avec cette prise de pouvoir dans différents pays aujourd'hui du continent par l'armée. Vous aviez commencé tout à l'heure à développer sur le cas du Tchad, nous en venons d'ailleurs. Cette organisation, à savoir le G5 Sahel, est aujourd'hui dirigée par le Tchad qui a à sa tête un conseil militaire de transition. Et après la mort du président Idriss Déby Itno, nous avons vu que l'armée tchadienne a mis en place ou bien a installé son fils Mohamed Idriss Déby. Aujourd'hui, l'Union africaine a laissé aujourd'hui un pays comme le Tchad, toujours membre de l'UA. Donc il n'y a pas eu de sanctions contre cette institution-là. Et
Pour les autres coups d'État que nous avons connus, que ce soit au Mali ou bien que ce soit au Burkina, même si au Burkina il n'y a pas eu de sanctions, mais au moins au Mali il y a eu des sanctions. Comment déjà expliquer cette particularité-là, si je peux me permettre de l'appliquer ainsi, ou bien cette catégorie spéciale, ou bien ce cas spécial-là du Tchad? Je pense que les sanctions, c'est au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas au niveau de l'Union africaine, parce que la preuve, on appelle l'Union africaine même à intervenir pour être à la sauvette de la CEDEAO. Mais le Tchad, comme étant par exemple de l'Afrique centrale, l'Union africaine avait décidé de laisser le Tchad membre à la suite de la réunion du Conseil de sécurité. Le Tchad est resté membre de l'UA. Même si sur les cas aujourd'hui du Mali et du Burkina, ça a été directement géré par la communauté régionale. Mais je parlais plutôt de l'Union africaine en fait. Ce regard-là, ce laisser-aller qu'on a connu au Tchad, on a l'impression que le cas du Tchad est particulier et que comparé aux autres coups d'État qu'on a connus. Oui, je comprends parfaitement parce qu'en fait, ce que je suis en train de dire, en fait, le Tchad est un cas particulier, vous l'avez bien dit, le Tchad fait partie d'une autre communauté économique, alors que les sanctions aujourd'hui sont prises par la CEDEAO, qui est une communauté économique dans laquelle le Tchad ne fait pas partie. Ça, c'est le citoyen lambda qui peut avoir en fait cette vision. Mais effectivement, ce n'est pas l'Union africaine qui a sanctionné, mais l'Union africaine a soutenu la CEDEAO. Donc peut-être dire que de l'autre côté, du côté en fait de l'Afrique centrale, peut-être que le Tchad n'a pas été sanctionné. Le citoyen lambda pourrait le voir du même œil, disant qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, parce qu'il y a eu 2 poids 2 mesures en Afrique de l'Ouest, certes, parce que le Mali a été sanctionné fortement, la Guinée moins, il faut le dire, et le Burkina Faso presque pas du tout. Parce qu'il faut le dire, les putschistes burkinabés, je pense, ont pris en compte les leçons apprises des sanctions à l'encontre du Mali, pour eux, jouer une carte stratégique ou bien tactique, puisque c'est des militaires, et qui fait que la CEDEAO, quand même, pour ne pas quand même perdre carrément, parce que la CEDEAO était en train de perdre du terrain quand même, il faut le dire, avec ces sanctions. Il y a eu des mouvements populaires, aussi bien au Mali, des autres aussi populations des autres pays aussi de l'Afrique de l'Ouest qui ont soutenu les populations maliennes, qui ont trouvé ces sanctions illégales, infondées. Donc la CEDEAO n'avait pas du tout envie également de se mettre à dos aussi d'autres populations, à savoir les populations burkinabées. Et comme il l'a dit tantôt, il y a cette zone des 3 frontières qu'il fallait sauvegarder, parce qu'après, il ne faut pas oublier le coup d'État manqué en Guinée-Bissau. Donc, qui montre qu'il y avait un vent. Et moi, je disais qu'il y avait l'harmattan. On parlait du printemps arabe, mais je disais qu'il y avait l'harmattan ouest africain, un vent chaud et sec qui était en train de souffler. Et donc, il fallait l'arrêter, je pense, quelque part. Et pour l'arrêter, il fallait revoir aussi qu'est-ce qui est au fond, qu'est-ce qui amène ces militaires. Parce que moi, je dis souvent, une population à plus de 70% de jeunes dirigés par... excusez-moi, je n'ai rien contre les personnes âgées, mais lorsqu'on est à la retraite, je pense qu'il faut se mettre dans une posture de conseiller et d'accompagnement. Mais ici, une population qui fait plus de 55% de femmes, plus de 70% de jeunes, dirigés par des hommes et des personnes du 3e âge, je pense que c'est ce qui fait problème. Et ce qui pose problème, ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, je pense que ce sont des crises socio-économiques. Donc, des frustrations nées de la malgouvernance, des frustrations dues à la corruption, des frustrations dues à un sentiment d'injustice sociale aussi, qui font que ces coups d'État ne sont pas certes à applaudir, mais il faut avoir une lecture et une analyse, je pense, vraiment objective de ces coups d'État pour pouvoir les prévenir. Et la CEDEAO a un rôle à jouer dans la prévention aussi de cette épidémie de coups d'État qui vient après cette pandémie de Covid-19, pas seulement parce que si les économies africaines en souffrent, c'est l'économie mondiale qui va en souffrir. Parce qu'il l'a dit tantôt, M. Bodian, on a derrière tous les trafics, et sans compter aussi l'exploitation des ressources naturelles, qui devait être, et déjà c'est reconnu au niveau international comme un crime de guerre. Et aujourd'hui, derrière, on a cette exploitation aussi illégale des ressources naturelles, qui fait qu'il y a ce sentiment, excusez-moi, anti-français, qui naît au niveau de ces populations jeunes qui ont l'impression que la France vient exploiter illégalement les ressources de l'Afrique et que ces jeunes n'en profitent pas, ils ne trouvent pas d'emploi.
ils n'ont pas d'avenir, et ce qu'il faut le dire, et ce qu'ils font, qui avait cette vague d'immigration illégale, donc qui aujourd'hui, ces jeunes qui reviennent aussi avec cette frustration aussi, et qui viennent aussi appuyer ce qu'ils ont laissé sur place, je pense que c'est vraiment compréhensible. Autant aujourd'hui de problèmes et contraintes qui justifient aujourd'hui ce soutien populaire que nous avons vu, ou bien cet engouement des populations à l'égard des putschistes, et pour ce qui est aujourd'hui des causes profondes de ces coups d'État-là, ça fait partie aussi des missions que s'est assignée la Commission de l'Union africaine lors de la dernière session, la 35e session tenue à Addis Abeba. C'est d'ailleurs la proposition faite par Moussa Faki Mahamat d'étudier aujourd'hui, au-delà de la condamnation des sanctions, de voir comment étudier aujourd'hui les causes profondes de ces coups d'État-là, qu'on voit que ce soit en Afrique de l'Ouest ou bien dans d'autres zones du continent. Et on reste toujours avec le cas du Tchad, qui est le plus grand pourvoyeur de soldats, M. Bodian, dans la zone Sahel. Aujourd'hui, ce pays a réduit de moitié ses effectifs, surtout dans cette zone-là des 3 frontières, de 1200 soldats. Le Tchad aujourd'hui en est à 600 soldats qui sont présents au sein de cette zone-là. Est-ce qu'aujourd'hui le général Mahamat Idriss Déby ne privilégie pas en quelque sorte la lutte contre le terrorisme dans la région du Grand Lac au lieu à sa frontière plus particulièrement avec le Cameroun, au lieu aujourd'hui de ce qu'on avait vu sous son père, c'est-à-dire le Tchad aujourd'hui grand défenseur de la zone Sahel? Oui, mais il faut dire que le retrait a commencé avant même l'arrivée de Déby fils. Parce que c'est Déby père, quand il était confronté à une insurrection au niveau domestique, avait commencé déjà à retirer des troupes. Mais évidemment, je crois que l'urgence majeure pour l'actuel homme fort de N'Djamena, c'est de sécuriser son régime et aussi de s'assurer qu'au niveau domestique, on a une instabilité qui lui permettrait de gouverner avec sérénité. Donc, si vous regardez par exemple au tout début, quand il est arrivé au pouvoir, il avait exclu toute possibilité de dialogue avec les forces de l'opposition. Mais très vite, il s'est rendu compte que la meilleure façon d'endiguer, ou disons un peu de contrôler un peu cette vague de contestation vis-à-vis des militaires qui sont arrivés de manière anticonstitutionnelle au pouvoir, c'était de s'asseoir autour d'une table et de discuter en profondeur. Et aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup d'avancées notées dans ce domaine-là avec des amnisties de certains rebelles, d'autres opposants tchadiens qui sont revenus au pays et le dialogue national inclusif également qui se prépare dans le pays. Absolument. Et je crois qu'il faudrait aller vers des consensus forts durant ces moments historiques pivots où le pays est à la quête d'une identité politique après ce que nous avons connu au cours des 20-30 dernières années. Comme vous le savez, Déby a tenu le Tchad d'une main de fer. Et pendant plusieurs décennies, il a gouverné seul, mais avec une minorité. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour les nouveaux hommes forts de N'Djamena d'ouvrir la possibilité pour l'opposition de participer à un dialogue serein, mais surtout de pouvoir s'inscrire dans une logique de compétition électorale. Et je crois que c'est la seule façon pour eux de garantir la stabilité du pays, mais surtout d'ouvrir de nouvelles pistes qui permettront le Tchad de renouer avec, disons, un peu la stabilité. Sinon, on risque de retourner dans cette spirale de rébellion, de contestation, parce qu'en vérité, si vous fermez le jeu politique aux acteurs et qui sont obligés justement, ou qui n'ont aucun recours sinon à l'usage de moyens extra-institutionnels, mais vous plongez le pays dans l'instabilité. Et alors, ce retrait-là, moi, je vois un peu les raisons, parce qu'en vérité, le Liptako Gourma, ce n'est pas vraiment la menace immédiate contre le Tchad. C'est plutôt, la menace, elle est située dans le bassin du lac Tchad, c'est-à-dire cette zone frontalière entre le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, etc. Et sur le plan stratégique et même tactique, nous avons l'impression que le régime en place est en train d'opérer à une stratégie du pivot. C'est-à-dire on redéploie les troupes et on les pointe dans les zones qui sont considérées comme des zones à risque pour, en tout cas, constituer de tampons entre cette menace-là et les populations au niveau domestique, mais aussi le régime à N'Djamena.
Et on reste avec ce redéploiement-là. Il n'y a pas longtemps, le président Mohamed a fait une proposition à ses autres voisins, à savoir le Cameroun, le Nigeria et les autres pays voisins, à former aujourd'hui une force conjointe qui va aujourd'hui faire face à cette menace terroriste-là dans cette région des Grands Lacs et autour de leurs frontières. Mais est-ce que cela aussi, docteur, ne pourrait pas représenter une menace également pour ses autres voisins ou alliés du Sahel? Si l'on sait ce que représentent aujourd'hui les soldats tchadiens au sein du G5 Sahel même. Je pense en fait que ça ne peut pas poser de problème dans ce sens où au niveau de la région du Grand Lac, le problème se pose pour plusieurs raisons. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude d'occulter le changement climatique. Parce que de plus en plus, les conflits, c'était des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et ces conflits étaient nés de la rareté des ressources, notamment l'eau. Et c'est ce qui se passe au niveau de la région du Grand Lac. Et c'est ce qui, aujourd'hui, on note également au niveau de la frontière que partage. Donc, c'est vraiment compréhensible que le président du Niger puisse appeler, parce que c'est ce conflit qu'on note plus, aussi bien au niveau de Tillabéri qu'au niveau également de Difa. Également, ce sont ces conflits. Donc, au niveau de la zone sylvo-pastorale, également, où on a ces conflits. Il ne faut pas occulter que le Niger a eu à maintes reprises à réviser donc, la loi donc, par rapport au litige foncier. Et je pense redéployer, comme il l'a dit tantôt, au niveau de la région des Grands Lacs, parce que tout le monde sait en fait que ce conflit vient de l'instabilité de la Libye. Et donc il faut redescendre donc, de la Libye. Donc après la Libye, c'est d'abord la région des Grands Lacs avant de joindre le G5 Sahel. Et au niveau, excusez-moi, la zone des 3 frontières. Donc au niveau de la zone des 3 frontières, nous avons la force Takuba, le G5 Sahel, Barkhane. Mais au niveau de la région des Grands Lacs, quelque part, il y a un déficit quand même de force, donc de maintien de la paix. Je pense que le Tchad a compris que le danger n'est plus au niveau du Sahel, parce qu'avec la zone anglophone du Cameroun, donc les conflits commençaient à s'intensifier, le terrorisme également reprenait, et également au niveau du Niger, il ne faut pas oublier, et je reviens aussi sur les actes qui sont perpétrés avec des 2 roues. Les Jakarta, et le président du Niger l'a bien pointé du doigt lors du forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Et je pense que c'est un message que les gens n'ont pas bien saisi. Et ce sont d'ailleurs des moyens de transport utilisés par les terroristes également au nord du Burkina. De plus en plus, au Burkina, au Nigeria, au Niger. Donc, et même avec les drones que nous avons, nous n'arrivons pas jusqu'à présent. Même les rapts d'enfants qui ont été perpétrés, c'était avec des centaines et des centaines de motos. Donc, pour dire que aujourd'hui, la menace, certes, elle est toujours présente au niveau du Sahel, mais pour avoir une stratégie d'alerte, donc de prévention, je pense, certes, il a des objectifs quand même, mais en termes de prévention, donc serait bien également de se positionner au niveau de la région des Grands Lacs et laisser les autres, parce que quelque part, on dit qu'il y a tellement de force que finalement, les gens ne s'y retrouvent pas au niveau du Sahel. Donc, et on reste dans cette zone Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Soudan n'ont pas pris part au sommet Union africaine, Union européenne des 17 et 18 février à Bruxelles, mais le Tchad, oui. D'ailleurs, l'Élysée ne compte pas effectuer un retrait pur et simple de sa force Barkhane du Mali, mais un redéploiement vers des pays voisins comme le Niger ou bien le Burkina. Aujourd'hui, quel impact aujourd'hui de ce sommet-là? Alors, je peux dire que ce sommet-là, en fait, sera la continuation de ce discours qui avait été prôné à N'Djamena, notamment lors du sommet du G5 Sahel, qui avait commencé d'abord à Pau, avec toutes les discussions qui ont suivi, disons un peu le questionnement même de l'intervention française au Sahel, et poussant d'ailleurs Macron à un certain moment à demander au chef d'État du G5 Sahel s'il voulait que la France reste ou pas. Et on a vu en fait que lors de la rencontre de N'Djamena, le discours a beaucoup évolué. Et on a voulu sortir de la stratégie du tout militaire et évoluer vers une stratégie qui intègre davantage les dimensions de sécurité humaine.
Et je crois fondamentalement que c'est là où se situe la solution, parce que le problème du terrorisme ou les problèmes des conflits, des insurrections, sont en partie nourris par les injustices que les gens vivent au sein de leur communauté. Vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, la question des changements climatiques est en train d'avoir un impact considérable sur les populations et fait, en tout cas, ramène en surface tous les conflits entre pasteurs et agriculteurs dans certaines localités. On a vu ce qui se passe, par exemple, dans la région du centre Mali, Ségou et Mopti, qui est devenu aujourd'hui l'épicentre de la violence. Et la plupart de ces violences-là sont en partie liées à ces conflits traditionnels entre agriculteurs et éleveurs, même si par ailleurs certains se sont, disons, un peu repliés sur, disons, la religion comme un élément fédérateur pour mobiliser une certaine communauté contre d'autres. Donc on ne peut pas occulter. Et l'autre élément qui, à mon avis, est très important dans la nécessité de repenser la lutte contre le terrorisme, c'est que les terroristes, on peut les tuer, mais on ne peut pas étouffer les raisons qui motivent l'engagement des populations dans les actions terroristes. Ce qui veut dire qu'il y a un travail en amont pour changer les perceptions que les gens ont vis-à-vis de l'État central et de son incapacité à fournir les services sociaux de base, l'éducation, la santé et même la justice. Parce que quand j'étais au Stockholm International Peace Research Institute en tant que responsable du projet Centre Mali de l'Union européenne, nous avons remarqué qu'effectivement, les populations se départissent de plus en plus de la justice formelle. Et quand il s'agit maintenant de problèmes de conflit, ils se rabattent plus vers les autorités traditionnelles et coutumières. Parce que tout simplement, ils ont une perception négative de la justice de l'État. Je crois qu'il y a une nécessité aussi de renouer le contrat social entre les populations et l'État central. Pas seulement au Mali, mais au Niger, au Burkina, où on a du mal. Aujourd'hui, à côté de cet État central-là également, on voit l'Union africaine dont sont membres les pays africains. Aujourd'hui, cette Union africaine-là aussi tient à s'adapter face aux nouvelles exigences ou aux nouvelles situations qui s'offrent à elle, d'où des réformes qui ont été entamées depuis le mandat du président rwandais Paul Kagame. Et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Et cette fois-ci, c'est avec vous que je démarre, Dr Bodian. Sous son magistère de 2018 à 2019 à la tête de l'Union africaine, le président Kagame a dirigé le processus de réforme institutionnelle de l'institution, une façon de revoir le système de gouvernance de l'UA afin de permettre au continent de relever les défis auxquels il est confronté. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous d'abord de ce qui a été fait comme réforme au sein même de cette institution? Oui, en fait, je crois que des efforts ont été faits pour, disons, un peu recentrer les discussions autour de ce qui devrait être les missions de cette institution-là. Et je crois que si vous regardez un peu dans l'agenda 2063, il y a un certain nombre d'éléments phares qui ont été mis en exergue, notamment la croissance inclusive et le développement durable, qui sont aujourd'hui au cœur des discussions sur le plan international. Il y a également l'intégration africaine qui est une priorité, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se développer si on ne crée pas des marchés communs. On ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'infrastructures qui permettent par exemple aux businessmen qui sont du Sénégal de pouvoir se mouvoir au sein de cet espace-là. Il ne peut y avoir de développement aussi si on n'a pas l'industrie, etc. Donc ça, c'est des éléments importants qui aujourd'hui sont au cœur de la discussion. Mais au-delà, il y a la question de la gouvernance qui est le nœud des problèmes auxquels on est confronté en Afrique. Que ce soit la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance de nos ressources et même la gouvernance sécuritaire, parce que nous avons l'impression d'être dans une sorte de gouvernance sécuritaire par procuration où les autorités semblent abandonner carrément ce champ qui devait être un domaine souverain à des puissances étrangères. Et je crois qu'un recentrage autour de ce que nous avons comme potentialité, mais aussi des initiatives endogènes, serait à mon avis, et d'ailleurs c'est ça la vision stratégique,
serait la porte de sortie pour une Afrique prospère, mais capable aussi de négocier sur le plan international avec ses pairs et d'apporter une contribution significative à l'effort d'édification de notre humanité commune. Donc ça, c'est un élément important. Et je crois que les jalons qui ont été posés sous Kagame sont en train d'être aujourd'hui continués par Tshisekedi qui est parti et aujourd'hui Macky Sall, dont l'arrivée à la tête de cette institution-là suscite beaucoup d'espoir, compte tenu bien évidemment de l'image que le Sénégal projette sur le plan international, c'est-à-dire l'image d'un pays stable dans une sous-région frappée par l'instabilité. Mais nous avons aussi un Sénégal qui a une diplomatie rayonnante. Et dans un article que nous avons publié dans Palgrave, dans un ouvrage collectif, African Foreign Policy in International Institutions, on a décrit le Sénégal comme une puissance diplomatique. Parce qu'effectivement, Senghor, qui était un peu un des plus grands penseurs, avait essayé de comprendre la diplomatie sénégalaise en essayant en utilisant le concept de cercle concentrique, c'est-à-dire pour qualifier d'abord les relations entre le Sénégal et ses voisins immédiats, le Sénégal et l'Afrique, le Sénégal et le monde arabe, le Sénégal et les grandes démocraties. Et je crois que dans chacun de ces sphères-là, le Sénégal a pu jouer un grand rôle. Et pour l'Union africaine, le Sénégal a été un des membres fondateurs qui a connu aussi un certain nombre de succès à travers ses présidents, notamment Diouf, Senghor d'abord en 80, et puis Diouf en 85, puis en 92, et puis aujourd'hui Macky Sall, en passant bien évidemment par Abdoulaye Wade, qui à un certain moment a pu imposer aussi les leadership du Sénégal au sein de l'institution, en venant avec son programme, son projet Omega, qu'il a imposé d'ailleurs aux leaders à l'époque, Thabo Mbeki, Bouteflika, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur Macky Sall. Maintenant, il y a évidemment beaucoup de défis à relever, peut-être on y reviendra. Aujourd'hui, beaucoup de défis à relever. Déjà sur le plan du financement, la plupart du financement de l'institution provient aujourd'hui de bailleurs étrangers. Vous aviez commencé à développer là-dessus. Et 40% également des États membres ne s'acquittent pas de leurs cotisations. Par rapport à tout cela, des avancées ont été certes notées grâce aux réformes qui ont été entamées depuis le magistère du président Kagame, avec le prélèvement de 0,2% sur les importations admissibles. Mais comment aujourd'hui arriver à faire respecter ce modèle de financement de manière durable, équitable et responsable? Je pense que c'est une question assez difficile. Donc, vu que les États sont confrontés effectivement à des difficultés, mais je pense qu'un grand pas déjà a été de pouvoir l'imposer, comme il l'a dit tantôt, et de penser, parce qu'il ne faut pas occulter qu'on est en plein au niveau du sommet Union africaine, Union européenne. Et comme vous l'avez dit tantôt, si la plupart en fait, de ces financements viennent des étrangers, c'est surtout au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne qui a annoncé quand même, il faut le dire, des investissements énormes qui font qu'aujourd'hui même les populations en doutent un peu. Et parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas occulter qu'il y a quand même un grand fossé entre les dirigeants, donc les gouvernants et les gouvernés. Donc il fait aujourd'hui, le président Macky Sall, comme vous l'avez dit tantôt, il a deux défis. Parce que ce n'est pas seulement le financement, parce que le financement, il faut que les gens soient d'accord d'abord sur la vision et ce qu'ils attendent, donc ce qu'ils attendent en fait de sa mission. Et je pense qu'il est important de souligner qu'il a mis l'accent sur les violences faites aux femmes, je répète ce qu'il a dit, faites aux femmes et aux filles, mais également du point de vue politique et sécuritaire, comme vous l'avez bien dit, Dr Bodian, il a mis l'accent sur la force en attente de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, au niveau du sommet UA-UE, l'accent est surtout mis sur la transition écologique, la transition énergétique. Est-ce que l'Afrique est prête à accepter cet agenda? Certes, on a mais sur ce point, on a comme l'impression que aussi l'Afrique n'est pas prête. Déjà lors du dernier sommet d'Addis Abeba, où le président Macky Sall a officiellement pris fonction en tant que président de l'institution, il a clairement fait comprendre que les pays européens ou bien l'Europe doit également faire preuve de compréhension vis-à-vis aujourd'hui des pays africains qui sont détenteurs de ces énergies fossiles-là. J'en viens effectivement, parce que c'est pour ça que je l'ai abordé, parce que c'est le président Macky Sall aujourd'hui qui gère cette présidence de l'Union africaine. Et il ne faut pas occulter que le Sénégal doit exploiter le gaz et le pétrole. Et ce gaz et le pétrole font partie donc, de ces énergies
donc, qui sont décriés un peu dans le cadre en fait, du développement durable. Donc comment, comme vous l'avez bien dit, comment donc accepter des financements qui vont imposer, parce qu'au fond ces financements aussi, c'est il faut le dire, ces pays doivent accepter donc cette transition énergétique, donc l'utilisation des énergies renouvelables. Si le président Macky Sall lui-même n'est pas prêt à l'accepter pour son pays, je ne pense pas qu'il puisse porter ce flambeau pour l'Union africaine. Donc c'est un défi, il faut le dire. L'autre défi également, comme vous l'avez dit tantôt, la plupart des pays africains n'ont pas l'habitude, en fait, au niveau on le voit, au niveau par exemple de la CAF, au niveau des institutions régionales, sous-régionales, ils n'ont pas l'habitude de côté. Et même au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, bon, ils se disent un truc, ils attendent le financement de la France et comme on le dit tantôt, on ne peut pas déléguer des questions aussi importantes qui reviennent à l'État, donc qui tiennent compte de la souveraineté de l'État, comme la santé, l'éducation, la sécurité, tout en attendant les financements. C'est triste que le siège de l'Union africaine ne soit pas construit par les Africains eux-mêmes. Et on reste même avec cette question sécuritaire, ces défis sécuritaires-là. Aujourd'hui, Dr Bodian, face aux problèmes sécuritaires et politiques que l'on note sur le continent, les réponses de l'Union africaine semblent souffrir de 3 mots, à savoir le manque de cohérence dans l'application des normes et des principes de l'Union africaine, la mise en œuvre inégale des décisions du Conseil de paix et de sécurité par les États membres et la réticence grandissante également des États membres et des communautés économiques régionales à accepter une intervention extérieure dans les crises internes de leur pays, même si c'est de la part de l'Union africaine. Comment corriger aujourd'hui ces 3 mots? Oui, je crois que la manière de corriger ces 3 mots dépendra de la coordination entre les différentes échelles de décision. Et je crois que l'Union africaine a une politique de non-ingérence. Et je crois que ça, c'est un élément fondamental. C'est pourquoi d'ailleurs elle laisse aux entités sous-régionales le soin de gérer les crises internes. Et si vous regardez par exemple sur la question des sanctions que la CEDEAO avait prises par rapport à certains pays, notamment à un certain moment le Burkina, etc., l'Union africaine vient en backup. Vous prenez des décisions, je vous accompagne, mais n'intervient pas directement. Et je crois que c'est là peut-être la difficulté majeure. Et l'autre élément qui, à mon avis, pose problème, c'est que certaines entités sous-régionales aussi impliquent plusieurs pays qui appartiennent à plusieurs entités en même temps. Et vous savez, les États, même si ils profitent des cadres des organisations régionales ou internationales, essaient aussi de se projeter, mais en mettant en avant leurs intérêts. Parce que c'est ça la réalité. Donc on a une sorte de réaction réaliste qui consiste à mettre en avant d'abord ce qu'on peut tirer de cette coopération-là, plutôt qu'à ce que nous pouvons tirer ensemble, même si par ailleurs, évidemment, dans le discours, dans les motivations, on met en avant cet intérêt collectif. Mais les intérêts des États peuvent différer. Alors, et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez... Par rapport à ces intérêts, Dr Bodian, aujourd'hui, vous aviez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que l'Union africaine peut accompagner ces communautés régionales-là, mais elles ne doivent pas aujourd'hui intervenir directement. En Afrique australe, on a vu qu'aujourd'hui, il y a eu une force conjointe de ces pays-là, de l'Afrique australe, qui est intervenue directement à Cabo Delgado dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mozambique, sans l'aval de l'Union africaine, sans l'aval du Conseil de paix et de sécurité de l'institution, et il n'y a pas eu de suite par rapport à cette situation-là. Oui, en fait, c'est pour juste montrer effectivement que les États anticipent. Parce qu'en vérité, c'est quoi la gouvernance? La gouvernance, c'est la capacité d'anticiper les menaces qui pourraient justement s'abattre sur nous et plonger le pays dans une situation d'insécurité. Et vous savez, les procédures de prise de décision dans ces organisations internationales-là sont parfois très lentes. Mais vous avez vu un peu ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'intervention au Mali. Et il a fallu du temps pour que, d'abord, au niveau africain, que l'on prenne une décision. Et même à ce niveau, il y a eu beaucoup d'hésitations, y compris même de la part du Sénégal à un certain moment. Et quand la question avait été portée au niveau des Nations Unies, il a fallu vraiment un plaidoyer, notamment de la France et d'autres pays, pour que les Nations Unies puissent accepter une intervention. Donc il y a toute une procédure, un rituel
qui fait que très souvent, les États n'ont pas la patience d'attendre que la menace grandisse et finalement s'abatte sur eux. Et donc ça, c'est des questions de souveraineté, bien évidemment, mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a un minimum de coordination parce qu'en vérité, c'est moins la gestion immédiate des crises, mais c'est surtout le suivi dans le long terme. Et c'est là où on a besoin aussi de l'intervention des partenaires, surtout quand il s'agit de crises qui peuvent transcender les frontières, comme le terrorisme ou d'autres catastrophes environnementales. Donc c'est là où on a besoin d'un minimum de coopération. Mais évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que les États s'assoient de manière très docile en attendant qu'une décision soit prise pour des questions comme leur sécurité. Et on reste avec cette coopération entre communautés régionales, communautés économiques régionales et Union africaine. Aujourd'hui, concernant leurs relations, on a comme l'impression aussi que le concept de subsidiarité semble galvaudé. Aujourd'hui, comment arriver à ce qu'en matière de gouvernance, de paix et de sécurité, que les décisions des communautés régionales puissent être suspensives par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA? Parce que ça fait partie aussi des interpellations ou bien des décisions, des propositions soulevées par le président de la Commission à l'occasion de la 35e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Il a fait savoir que ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali avec les sanctions qui ont suivi, si les réformes s'étaient bien déroulées depuis 2018-2019 jusqu'à maintenant, les décisions de la communauté, à savoir de la CEDEAO, auraient pu être suspensives par le Conseil de paix et de sécurité aujourd'hui de l'Union africaine. Comment arriver aujourd'hui à cela en matière de gouvernance, de paix et de sécurité aujourd'hui sur le continent? Je pense que vous avez quasiment répondu à cette question parce que je pense que le problème qui se pose même, vous avez parlé du principe de subsidiarité, mais également, je pense qu'il y a une continuité donc, que la CEDEAO et également l'Union africaine doivent gérer. Comme on a l'habitude de le dire, M. Dr Bodian l'a dit tantôt, l'Union africaine est plutôt dans une position de diplomatie en fait, alors que pour garder toujours si on peut le dire comme ça, son influence et son aura, donc l'Union africaine est obligée derrière de suivre et d'appuyer les communautés économiques régionales. Donc, sans oublier que c'était des communautés économiques, ce que les gens ont l'habitude d'occulter. Sauf que la CEDEAO, depuis que la CEDEAO s'est dotée donc, de son centre d'alerte précoce et a mis de plus en plus en avant les questions de paix et de sécurité. Donc la CEDEAO, comme il l'a dit tantôt, donc pour des questions d'efficacité et d'efficience, donc agit et derrière l'Union africaine, donc appuie. Et donc, à mon avis, ce sera très difficile, étant donné aussi, il faut le comprendre, il faut le reconnaître, que la CEDEAO est l'une des communautés qui est vraiment la communauté en puissance et qui marche et donc qui est même en avance par rapport aux autres communautés, même des autres continents, même au niveau de l'Union européenne. Donc au niveau de l'Union africaine, donc c'est l'une des communautés que l'on cite en exemple au-delà même des frontières. Donc l'Union africaine s'appuie sur cette communauté donc pour faire marcher sa politique au niveau même des 55 États de l'Afrique. Donc il serait très difficile donc à l'Union africaine donc de contredire, si je peux le dire comme ça, la CEDEAO et après de vouloir le citer en exemple pour les autres communautés et que ces autres communautés puissent marcher. Et je pense que c'est ce qu'est en train un peu de suivre la SADC, donc qui a expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure, donc pour essayer de régler donc, ces problèmes de conflit au niveau donc déjà sous-régional pour que l'Union africaine puisse s'en saisir et régler les problèmes, parce qu'il faut dire qu'au niveau de la Corne de l'Afrique aussi, le problème qui se pose, c'est parce que la communauté là-bas économique ne marche pas du tout et que les gens se disent quelque part, si on copiait sur la CEDEAO ou bien aujourd'hui ce qu'est en train de faire la SADC, peut-être donc l'Union africaine aurait moins de problèmes et que d'autres questions seraient débattues, mais les questions de paix et de sécurité, il faut dire quelque part que l'Union africaine est un peu en train de le reléguer, donc comme aujourd'hui, donc au niveau local, donc au niveau régional, comme la gouvernance effectivement locale se fait au niveau des États africains quelque part. Donc ça, c'est quand même une lecture. Je pense que elle n'est pas mal et peut-être ce qu'il faudrait donc voir comment mieux faire marcher, en fait, puisqu'il faut le dire, la CEDEAO a quand même de très bons outils.
Et c'est difficile que sur le papier, que la CEDEAO, moi je ne comprends pas qu'en termes d'alerte précoce, de prévention des conflits, de paix et de sécurité, que la CEDEAO a des structures, a mis en place tout ce qu'il faut, mais qu'on ne puisse pas les appliquer. Donc c'est comme si on avait tout le savoir, mais c'est le savoir-faire qui manque quelque part. Et peut-être que ce savoir-faire manque parce que peut-être la question des ressources également revient, parce que quand même, je pense que c'est des questions de moyens, et il faut revoir comment l'Union africaine pourrait aider. Donc sur les questions de gouvernance, on a les ressources certes, mais les ressources financières, je pense que c'est la grosse question pour la résolution de ces conflits. Et je reviens sur la force en attente, revoir les missions, parce que je l'ai dit au début, de cette force en attente. Jusqu'à présent, et le président Macky Sall quand même l'avait également souligné, jusqu'à présent, on parlait des forces de maintien de la paix. Donc c'est des forces civiles, donc qui ont comme mission, donc des missions civiles. Alors que aujourd'hui, on est en guerre, il faut le dire, même si c'est une guerre asymétrique, donc il faudrait des forces donc tactiques, donc des forces qui puissent avoir de la stratégie, qui puissent lutter contre l'ennemi. Mais après, on pourrait faire revenir ces forces de maintien de paix. Et je pense que c'est ce qui est en train de nous coûter cher. Et même pour cette force africaine en attente, elle est attendue depuis quasiment 20 ans, si je peux me permettre, puisque sa création également a suivi celle de la création de l'organisation même de l'Union africaine, devenue Union africaine. Et aujourd'hui, ces 2 dernières années également, on a noté, Dr Bodian, l'engagement de l'Union africaine dans la résolution des conflits, la consolidation de la paix et de la démocratie s'est renforcée. On peut citer l'exemple du Soudan du Sud, au Mali, en Somalie, en Gambie et plus récemment également en République centrafricaine. Mais comment arriver aujourd'hui à une réforme du Conseil de paix et de sécurité pour permettre aujourd'hui à ces mécanismes-là, au sein de la CEDEAO, on a le mécanisme d'alerte précoce, mais aujourd'hui pour permettre à une institution comme l'Union africaine d'également miser dans la prévention et dans l'alerte précoce également face à de telles situations de conflit ou bien d'instabilité? Oui, enfin, vous avez raison. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la prévention. La prévention et avoir cette capacité à anticiper. Parce que l'Afrique, malheureusement, a cumulé, disons un peu, des expériences très négatives, parfois en termes de gouvernance politique, qui sont ponctuées aussi par des coups d'État, mais aussi certaines violences post-électorales. Je crois qu'il y a un certain nombre d'instruments qui sont mis en place pour veiller à ce que les principes de gouvernance soient mis en place, mais aussi fonctionnent de manière optimale. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, en fait, on a l'impression que quand il s'agit de prendre des initiatives, les gens sont très enthousiastes, mais la mise en œuvre pose toujours problème parce que vous savez très bien qu'au sein de l'entité, en fait, il y a aussi plusieurs zones, les 5 zones, vous savez un peu, qui n'ont pas les mêmes réalités, qui n'ont pas les mêmes préoccupations, qui n'ont pas les mêmes urgences. Vous prenez l'Est et aujourd'hui secoué par des questions de changement climatique, avec tous les impacts que cela pourrait avoir sur le plan de la sécurité alimentaire, avec des cycles récurrents de sécheresse. Vous prenez l'Afrique centrale, qui est aujourd'hui minée par des tensions, soit entre les États, mais aussi à l'intérieur des États, où les gouvernants sont obligés justement de réagir parfois de manière arbitraire, pour faire taire certaines velléités de contestation au niveau domestique. Donc, vous allez aujourd'hui, dans la bande Sahel, mais surtout en Afrique de l'Ouest, de plus en plus, la question du terrorisme se pose aujourd'hui avec une lancinante acuité. C'est vrai, les réalités diffèrent, mais je crois que l'enjeu, c'est de pouvoir renforcer le dispositif existant et de doter en tout cas ces différents démembrements-là des moyens leur permettant d'anticiper, puisque ces crises-là, très souvent, arrive de manière régalienne, de manière routinière. Alors, évidemment, vous l'avez dit, la question des moyens reste une préoccupation majeure. C'est que, malheureusement, les contributions des États font défaut. Aujourd'hui, on est obligé justement de tendre la main à l'étranger. Le budget de l'Union africaine s'établit à 630 milliards, je crois. Mais le financement, presque 70% vient de l'étranger. Les 0,2% sur les taxes sur les importations, mais ça ne représente pas grand-chose, c'est peut-être 1,3 milliard. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait aller résolument vers la recherche de moyens de financement endogènes, peut-être essayer de voir
dans la mesure où de plus en plus on va vers une forme de création d'une zone de libre-échange, comment on peut peut-être relever le niveau de taxes pour alimenter davantage les caisses de l'Union africaine et lui permettre de pouvoir de se doter d'une force assez outillés pour intervenir dans certaines d'autant plus qu'on peut départir les questions économiques des questions sécuritaires puisqu'ils sont intrinsèquement liés. Et vous aviez commencé à développer sur la ZLECAf. Un autre constat a été fait, c'est que la plupart des projets réussis de l'UA ont souvent été prônés soit par des pays ou par des personnalités. Il y a l'exemple de la ZLECAf, il y a l'exemple également du NEPAD et bien d'autres projets également. Toutefois, les pays membres ne sont pas défenseurs souvent de la démocratie ou bien des droits humains ou bien des questions qui touchent à la gouvernance. Au tout début, vous aviez commencé à soulever cette question-là. Comment renforcer aujourd'hui les capacités de la Commission de l'Union africaine, actuellement dirigée par Moussa Faki Mahamat, pour la résolution des conflits sur la longue période, sur la durée? Pour l'agenda 2063. Oui, pour l'agenda 2063, bien sûr. Je pense qu'ils sont en train de mettre l'accent sur les zones économiques spéciales. Et ces zones économiques spéciales également, je pense, sous-tendent les corridors, je pense les corridors routiers, les zones transfrontalières. Je pense qu'on pourrait le réussir. Parce qu'il ne faut pas occulter qu'en général, les populations qui vivent au niveau de ces zones donc, ont des habitudes, comme j'ai l'habitude de dire, partagent les mêmes langues, les mêmes cultures, ont les mêmes habitudes. Et si on mise sur ces populations, je pense qu'on arrivera à quelque chose. Mais derrière également, il ne faut pas occulter le rôle des diasporas. Parce que quelque part, la Covid-19 nous a montré que l'Afrique avait une certaine résilience. Parce qu'on parlait en fait de cette défaillance du système sanitaire de l'Afrique et qu'on s'attendait à l'hécatombe, mais finalement c'est de l'autre côté. Donc quelque part on a vu même qu'on a eu un transfert inverse d'argent et en général c'est la diaspora qui envoie de l'argent et le contraire. Et aujourd'hui cette diaspora est en train de revenir. Donc ce financement là dont on parle au niveau du sommet UE-UA, en fait c'est aider la diaspora à venir investir au fond. Et aujourd'hui même j'ai dit, il ne faut pas après qu'ils créent des frustrations parce que derrière je vois derrière ce qui est en train de se dire, c'est parce que c'est des Africains qui sont venus en Europe, qui ont étudié, ils ont vu comment ça se fait, et qu'ils reviennent en Afrique pour investir parce qu'ils ont les outils. Mais en Afrique aussi, ils trouvent aussi des ressources humaines qualifiées. Il ne faudrait pas en fait que cet investissement, parce que j'en parle, c'est important parce que après ce sommet de l'Union africaine, il y aura beaucoup d'argent investi, mais à travers encore une fois les diasporas. Et je pense que c'est quelque chose que l'Union africaine doit s'autosaisir et qu'il ne fasse pas, je pense c'est un gros défi, c'est un gros challenge. Ce serait une erreur majeure de passer uniquement par les diasporas au détriment des populations locales, parce que ce sont ces populations locales après qui vont aller en utilisant bien sûr les migrations illégales, espérant aussi pouvoir bénéficier de ces financements. Donc, je viens encore avec les S, l'investissement au niveau des corridors routiers, le développement des infrastructures en mettant l'accent également sur la culture des deux roues, parce que aussi nous avons une culture des deux roues, mais l'accompagner et l'organiser, et ouvrir également les chemins de fer, parce que les chemins de fer aussi sont également les infrastructures. C'est pour ça que je mets l'accent sur les chemins de fer, parce que les chemins de fer aussi relient aussi différents États et jouent aussi dans la cohésion sociale, développent aussi toutes les zones, les régions, les communes que traversent les chemins de fer. On a vu aussi cette paupérisation des populations, par exemple, ne serait-ce que le chemin de fer Dakar-Mali, on a vu des gares, parce que les gares que traversent toutes c'est des zones de développement économique. Et donc ils vont créer parlant d'ailleurs de chemin de fer, il s'agit d'infrastructures et au sommet Union européenne, Union africaine, le financement des économies africaines est certes d'actualité, mais également le financement même des infrastructures qui vont permettre de relier davantage les différents pays du continent pour davantage faciliter cette intégration-là entre Africains. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de l'ONG Partners West Africa Sénégal. Merci encore d'avoir été avec nous.
Merci et merci à nos auditeurs. Merci, Dr Bodian. Merci à vous également, Dr Mamadou Bodian, chercheur à l'Institut africain, l'Institut fondamental, autant pour moi, d'Afrique noire, l'IFAN. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Merci, M. Sow. Ce fut un grand plaisir de partager le plateau avec Dr Adiaratou. C'était vraiment fructueux. Merci à vous également pour les échanges fructueux qu'il y a eu. Merci à l'équipe technique qui nous a facilité la préparation et la coordination de cette émission. Merci à vous qui nous suivez sur Médian. Très bonne suite de programme sur nos antennes.